Ethan Marleau avançait d'un pas lent sur le sentier qui longeait les rives du lac Clermont. Dans sa main, la laisse de son berger allemand était bien serrée. Il ne la tenait pas. Il s'y accrochait. Le soleil du matin jetait ses reflets dorés sur l'eau paisible. Les pas d'Ethan crissaient doucement sur les gravillons encore humides de rosée. À ses côtés, Titan trottait calmement, 150 livres de puissance tranquille. Presque aussi haut qu'un homme, un berger allemand noir et fauve, massif, magnifique et intimidant. À leur passage, certains parents attrapèrent leurs enfants, les reculaient, murmuraient des avertissements à voix basse, comme si ce chien, silencieux et concentré, allait leur bondir dessus sans prévenir. Mais Titan ne bougeait pas, jamais. Ses yeux ambrés fixaient l'horizon, droit, imperturbable. Et puis, tout a basculé. Un mardi, Noémie Blanchard, 8 ans, disparue sans un bruit depuis l'aire de jeu. Là, à la lisière de l'eau, elle avait laissé une seule chose derrière elle, une petite chaussure rose et une onde de choc, un cri étouffé qui se propagea à travers toute la ville de Valmont, dans le Montana. Pendant 3 jours, le silence régna jusqu'à cette nuit. Titan brisa sa chaîne, dans le jardin, et se mit à aboyer, un aboiement comme un éclair, un cri de guerre, celui qu'Ethan n'avait plus entendu depuis l'Afghanistan. Sans réfléchir, il le suivit. Ils s'enfoncèrent dans la forêt des brumes, jusqu'à une vieille cabane de chasse abandonnée depuis des années. Et là, tout bascula, définitivement. Sur le mur, une empreinte de main, petite, sanglante. Plus loin, une étagère, remplie d'objets d'enfants, des jouets, des barrettes, des baskets miniatures, chaque chose soigneusement rangée, étiquetée, avec un prénom et une date. Certaines remontaient à plus de 15 ans. Mais ce fut la veste, celle suspendue à côté de la porte, qui fit geler le sang dans les veines d'Ethan. Une veste d'uniforme, celle du shérif Armand Leclerc. Et en un instant, tout ce qu'Ethan pensait avoir reconstruit, toute cette illusion de paix, s'effondra. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en indiquant la ville depuis laquelle vous nous écoutez. Maintenant, poursuivons l'histoire. Valmont semblait être le refuge parfait. Nichée entre les pins imposants et les eaux cristallines du lac Clermont, cette ville de 3200 habitants respirait la tranquillité. Les portes y restaient souvent ouvertes et les enfants jouaient librement jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. C'est du moins ce qu'avait vanté l'agent immobilier lorsqu'Ethan avait acheté la vieille maison Perrault tout au bout de la route des Aulnay il y a 1 an et demi. Ancien soldat de carrière, Ethan Marleau mesurait 1,88 m. Son port droit et rigide trahissait ses 14 années passées dans l'armée. À 42 ans, ses tempes grisonnaient et les rides autour de ses yeux racontaient des histoires qu'il ne voulait plus jamais revivre. 3 missions en Afghanistan l'avaient laissé avec une cicatrice à la jambe droite, une médaille pour blessure de guerre et des nuits hantées par des souvenirs qu'il n'arrivait toujours pas à effacer. Titan était arrivé dans sa vie 6 mois après son installation à Valmont. C'était un appel de sa femme Camille, la vétérinaire de la ville. « Ils vont l'euthanasier », avait-elle lancé au téléphone, la voix nouée par l'indignation. « Il n'est pas dangereux, il a juste peur. Ethan, il mérite une chance. » Le chien avait été récupéré lors d'une descente menée dans un centre de dressage illégal pour chiens de service, à 3 comtés de là. Inadoptable, disait-il. Trop agressif, trop instable. Mais Camille avait vu autre chose, une lueur, un refus de sombrer. Camille Marleau était tout le contraire de son mari. Lumineuse, toujours prompte à sourire, dotée d'un don rare pour apaiser les inconnus d'un simple mot. Ses cheveux roux étaient souvent attachés à la va-vite dans une queue de cheval, et elle ne portait que rarement du maquillage, préférant laisser ses taches de rousseur libres de toute contrainte. La ville l'avait tout de suite adopté. Quant à Ethan, il restait pour beaucoup le militaire taciturne avec le chien effrayant. Le shérif Armand Leclerc avait été le premier à avertir Ethan. Un chien de cette taille peut tuer un homme en moins de 10 secondes, avait-il dit, en fixant Titan avec une froideur inattendue, presque viscérale. Une attitude qui détonnait avec son image publique. Celle d'un homme de loi jovial, protecteur, aimé de tous depuis près de 20 ans. À 53 ans, Leclerc apparaissait régulièrement sur les affiches électorales, flanqué de slogans comme « Préserver les valeurs de Valmont ». Mais la disparition de Noémie Blanchard venait d'ouvrir une faille dans ce vernis impeccable. Elle était la 4e enfant à disparaître dans la région en 2 ans. Les autres avaient fini par être retrouvés, mais jamais vivants. Ce matin-là, le jour de la disparition, avait commencé comme tant d'autres. Frais,
lumineux, avec ce soupçon d'automne qui rendait l'air plus vif. Ethan avait emmené Titan faire leur balade quotidienne à 6 heures, longeant le lac enveloppé de brume. Ils avaient croisé la mère de Noémie, Claire Blanchard, en tenue d'infirmière, pressée de partir pour son service à l'hôpital de la vallée. « Bonjour, monsieur Marlowe », avait-elle lancé, un sourire fatigué aux lèvres. « Noémie sera au parc avec ma sœur tout à l'heure, mais si votre chien veut lui dire bonjour. Elle parle de lui tout le temps. » Contrairement à la plupart des enfants de Valmont, Noémie n'avait jamais eu peur de Titan. Dès leur première rencontre, elle s'était avancée vers lui sans hésiter, l'avait regardé dans les yeux et avait simplement dit « Il n'est pas méchant, juste grand et triste. » À midi, le parc du lac était animé, dernier rayon de l'été, rire d'enfants, pique-nique. Ethan s'était installé sur un banc, Titan couché dans l'herbe, semblable à un sphinx. Ses yeux suivaient les enfants avec une attention inhabituelle. Depuis le matin, il était agité, gémissant près de la porte, tournant en rond comme s'il cherchait quelque chose. Il agit bizarrement aujourd'hui, avait texté Ethan à Camille. Peut-être qu'il sent l'orage arriver, avait-elle répondu. Ou alors, c'est encore ce fichu raton laveur. À 14h37, Titan s'était brusquement redressé, le corps tendu, le regard fixé vers la lisière boisée, là où le sentier plongeait dans la forêt des brumes. Un grondement sourd était monté de sa gorge. Ethan s'était rappelé plus tard avoir regardé sa montre à ce moment précis. C'était l'instant exact où tout avait basculé. Noémie était sur la balançoire, ses cheveux blonds attachés en queue de cheval, ses jambes tendues pour aller toujours plus haut. Ethan ne l'avait pas vue partir. Une seconde, elle était là. La suivante, envolée. 10 minutes plus tard, les premiers cris avaient retenti. Sa tante, affolée, appelait son prénom. Puis d'autres voix s'étaient jointes. Des parents, des passants, Titan tirait sur sa laisse, fou de vouloir s'élancer vers les bois. Ethan l'avait retenu. Il ne voulait pas provoquer de panique en lâchant un chien aussi massif en plein milieu d'une foule de parents et d'enfants. 21 minutes après le premier appel au secours, le shérif Leclerc était arrivé. Son véhicule de patrouille s'était arrêté dans un crissement sur le gravier. À ses côtés, l'adjoint Jules Favre, un jeune homme longiligne, un peu trop enthousiaste, avait commencé à organiser les recherches. Elle a sûrement juste erré un peu plus loin, avait rassuré Leclerc en s'adressant à la foule. Mais son regard scrutait les abords du lac avec une tension palpable. Les enfants de cet âge ne pensent pas toujours à prévenir quand ils s'éloignent. Titan, lui, ne cessait de tirer vers les arbres, manquant de faire tomber Ethan à plusieurs reprises. « Shérif !» avait lancé Ethan. « Mon chien veut aller vers les bois, il suit peut-être une piste. » Leclerc s'était figé, le visage durci. « Gardez cette bête sous contrôle, Marlowe. Dernière chose dont on a besoin, c'est qu'il terrorise la fillette si elle est perdue là-bas. » Mais 1 heure plus tard, sans la moindre trace de Noémie, c'est Claire Blanchard elle-même qui s'était tournée vers Ethan, les yeux gonflés de larmes. « S'il vous plaît, » avait-elle supplié. « Laissez-le essayer, elle l'aime tant. » Camille, restée un peu en retrait, avait rencontré le regard de son mari. Elle avait hoché la tête. « Titan, cherche Noémie !» avait commandé Ethan en détachant la laisse. Le chien avait bondi immédiatement. Non pas vers les bois comme prévu, mais en longeant la rive du lac, truffe au sol. Ethan l'avait suivi tant bien que mal, sa jambe blessée, protestant à chaque foulée. Titan s'était arrêté près d'un petit recoin vaseux, grattant quelque chose d'à moitié enfoui. Le nounours de Noémie, celui qu'elle ne quittait jamais. Il portait une tache sombre qui fit se figer le cœur d'Ethan. Lorsqu'il revint avec le jouet, Leclerc le prit avec des gants. « Probablement juste de la boue », avait-il dit. Mais ses yeux racontaient une toute autre histoire. « C'est du sang », avait murmuré Camille. « Et regarde, le tissu est découpé, pas déchiré. » Les recherches s'étaient poursuivies jusqu'à la tombée de la nuit. Des lampes torches balayaient les sentiers de la forêt. Des voix appelaient Noémie encore et encore, chaque appel un peu plus désespéré que le précédent. Quand Ethan et Camille étaient rentrés, Titan s'était installé devant la porte d'entrée, refusant de s'allonger, refusant même de boire. Il restait là, les oreilles dressées, émettant des plaintes basses, presque douloureuses. C'est à ce moment-là que les premiers murmures commencèrent à se répandre. Un poison lent et insidieux. Les gens se souvenaient qu'Ethan était présent au parc, qu'il avait ce chien gigantesque. Certains chuchotaient que Titan pourrait bien s'en être pris à la fillette, d'autres rappelaient qu'Ethan n'était pas tout à fait stable depuis son retour de la guerre. Aucun mot n'était jamais dit à voix haute, mais Ethan lisait les doutes dans les regards détournés. Il entendait les conversations qui cessaient brutalement quand il entrait dans la boulangerie. Il remarquait les parents qui pressaient leurs enfants à traverser la rue quand ils promenaient Titan sur l'avenue principale. Mais il n'avait pas de temps pour ces rumeurs.
Il savait au fond de lui que quelque chose d'autre se jouait, que Titan savait quelque chose. 3 jours passèrent, et avec eux, l'espoir s'amenuisa. Les équipes de volontaires se faisaient plus rares, plus silencieuses. Les agents du FBI arrivèrent, installèrent leur QG dans la salle des fêtes municipales. Ils installèrent des antennes, des ordinateurs, des cartes, mais la tension palpable dans l'air disait tout. Ils savaient que les statistiques n'étaient pas de leur côté. Un enfant disparu depuis plus de 72 heures, les chances de le retrouver en vie devenaient minces. Ethan, lui, ne dormait plus. À peine quelques heures, entre 2 accès d'insomnie. Titan devenait de plus en plus nerveux. Chaque nuit, il gémissait, tournait, griffait la porte comme s'il sentait quelque chose d'invisible rôder au dehors. Et la 3e nuit, peu après minuit, ce n'était plus un simple grattement. C'était un choc. Un coup de tête violent contre la porte arrière. Le cadre en bois se fendit sous l'impact. « Qu'est-ce que tu as, bonhomme ?» murmura Ethan en tâtonnant pour allumer la lumière. Titan était là, planté dans le salon, le corps tendu comme une corde d'arc, les yeux fixés sur Ethan avec une intensité glaciale. Une tension qu'il n'avait pas vue depuis des années, depuis Kandahar. Contre les protestations de Camille, Ethan attrapa la laisse. « Il a trouvé quelque chose, je dois le suivre. » « Tu es fou !» répliqua-t-elle en resserrant sa robe autour d'elle. « Il est plus d'1 heure du matin, on doit appeler le shérif. »« Non » coupa-t-il, sa voix plus tranchante qu'il ne l'avait voulu. « Pas la police, pas encore. » L'air de la nuit lui mordit les joues alors qu'il suivait Titan à travers la ville endormie. Le chien n'avait pas besoin de courir. Il avançait d'un pas rapide mais mesuré, s'arrêtant régulièrement pour s'assurer qu'Ethan suivait. Ils quittèrent les rues pavées, s'enfoncèrent dans les sentiers de la forêt, dépassèrent les zones déjà fouillées par les bénévoles. 1 heure passa, et soudain Titan s'arrêta net. Là devant eux, à peine visible à travers les arbres, se dressait une vieille cabane de bois. Aucun éclairage, rien qu'un silence pesant. Mais Ethan sentit immédiatement quelque chose d'anormal, une odeur dans l'air, l'odeur de terre humide et de désinfectant. Titan grogna sourdement. La cabane semblait abandonnée. Les fenêtres étaient sales, la véranda s'affaissait sous son propre poids. Pourtant, des traces de pneus fraîches laissaient penser que le lieu avait récemment été visité. Ethan essaya la porte, fermée à clé. Titan, lui, fit le tour et se dressa contre une fenêtre, gémissant avec insistance. Ethan éclaira l'intérieur avec sa lampe. Une table, 2 chaises, un vieux poêle, rien d'inhabituel à première vue. Mais le silence dans la pièce sonnait faux, trop vide, trop ordonné. Titan disparut soudain derrière la cabane. Ethan le suivit, débouchant sur une trappe de cave solidement cadenassée. Mais le cadenas portait des griffures, des marques récentes. Titan grattait la porte comme un forcené, un cri plaintif montant de sa gorge. Ethan regarda le cadenas, hésita un instant, puis saisit une pierre. 3 coups suffirent. Le verrou céda dans un craquement. L'odeur le frappa immédiatement. Terre, poussière, et une odeur chimique âcre, difficile à identifier. Titan descendit les marches dans l'obscurité sans attendre. Ethan le suivit, sa lampe éclairant l'escalier de bois menant à une pièce bien plus grande que la cabane elle-même. Et ce qu'il découvrit dans cette cave lui glaça le sang. Une paroi entière recouverte de photos, des enfants, portraits d'école. À côté, d'autres clichés, les mêmes enfants mais visiblement désorientés, apeurés, et parmi eux, le visage de Noémie. Une photo récente, polaroid, les yeux grands ouverts, noyés de peur. Un tableau en liège présentait des cartes de Valmont et des alentours, des trajets tracés en rouge, des croix, des annotations codées. Dans un coin, un petit lit d'enfant avec des sangles pendant aux 4 coins. À côté, une armoire métallique remplie de fioles et de seringues étiquetées. Sur l'établi, des objets d'enfants, des sacs à dos, des vêtements, des peluches, chacun marqué d'un nom, d'une date. Ethan tendit la main et ramassa une veste rose, minuscule, avec Noémie brodée sur la poche. Titan la renifla, puis se dirigea vers une lourde porte métallique au fond de la pièce. Il la gratta frénétiquement. Mais avant qu'Ethan ne puisse l'ouvrir, des phares balayèrent l'extérieur. Des véhicules arrivaient. Le sang d'Ethan se glaça. Il attrapa la veste et un carnet ouvert sur l'établi, puis tira Titan à sa suite. Ils parvinrent à se cacher dans les bois quelques instants avant que 2 véhicules ne s'arrêtent devant la cabane. Le SUV du shérif Leclerc et un pick-up noir que Marlowe n'avait jamais vu auparavant. De sa cachette, Ethan observa, Leclerc sortit du véhicule accompagné de 2 hommes. L'un portait un sac, l'autre tenait quelque chose dans ses bras. Une forme recroquevillée enveloppée dans une couverture. « Faites-la entrer » ordonna Leclerc. « L'acheteur arrive demain, elle doit être prête. »
Ethan étouffa Titan avec sa main, le cœur battant à rompre. Il lui fallait des preuves, de l'aide. Mais à qui pouvait-il encore faire confiance à Valmont? Le jour se levait à peine lorsqu'Ethan et Titan regagnèrent leur maison, l'adrénaline encore bouillonnante dans leurs veines. Camille les attendait sur le perron, la mâchoire serrée par l'inquiétude. Elle ouvrit la porte avant même qu'il n'ait le temps de parler. « Où tu étais? J'allais appeler... Pas Leclerc !» coupa Ethan immédiatement en la tirant à l'intérieur, fermant la porte à double tour derrière lui. « Jamais Leclerc !» Il étala sur la table de la cuisine la petite veste rose et le carnet trouvé sur l'établi. Les mains de Camille tremblaient en tournant les pages. Nom, date, description, des enfants, tous reliés à des disparitions, certains dossiers remontant à près de 15 ans. « Mon Dieu !» souffla-t-elle, « ce n'est pas la première. Noémie n'est que la dernière d'une longue série. »« Je les ai vus, Cam !» dit Ethan, la voix creuse. « Leclerc et deux types. Ils avaient quelqu'un, une forme petite. Je crois que c'était elle, Noémie, vivante. » Camille tendit la main vers son téléphone. « Il faut prévenir la police d'État. Quelqu'un au-dessus de Leclerc. » Ethan l'arrêta. « Avec quoi? Une veste et un carnet volé? Ils iront le voir lui en premier. Il est shérif, ils écouteront sa version. Et nous, on sera accusés d'avoir entravé l'enquête. Et Noémie, elle disparaîtra à jamais. » Un coup frappé à la porte les figea. Titan se redressa d'un bond, se plaçant immédiatement devant Camille, les crocs découverts. Ethan s'approcha prudemment, jeta un œil à travers le judas. Jules Favre, l'adjoint du shérif, se tenait seul sur le perron. Il semblait nerveux, jetant des coups d'œil derrière lui. « Marlowe, je dois vous parler, c'est au sujet de Noémie Blanchard. » Ethan ouvrit la porte d'un cran, Titan collé à sa jambe. « Qu'est-ce que tu veux ?» Favre jeta un regard par-dessus son épaule, puis fixa Ethan. « Il y a quelque chose qui cloche dans cette enquête. Le shérif, il agit bizarrement. Il bloque des zones, fait disparaître des preuves. Et j'ai vérifié ce que tu m'as dit. Le centre de dressage où tu as récupéré ton chien, Leclerc y a travaillé comme consultant jusqu'à sa fermeture 3 ans en arrière. » Le sang d'Ethan ne fit qu'un tour. Titan. Le comportement étrange du shérif depuis le début. Son insistance pour garder l'animal à distance. « Ce n'est pas tout, » reprit Favre. « J'ai mis la main sur des dossiers. Il y a eu 6 disparitions d'enfants ces 10 dernières années dans les comtés voisins. Tous classés comme fugues ou conflits familiaux, mais tous retrouvés morts. Et tous dans un rayon de 15 km autour de Valmont. » Il sortit une clé USB de sa poche. « Tout est là, dossier, itinéraire de patrouille de Leclerc, rien d'absolument concret, mais ça soulève assez de questions. Il faut plus. »« Il faut retourner à la cabane, » déclara Ethan. Camille se leva d'un bond. « Tu es malade. S'il te chope là-bas, il ne te laissera pas repartir. Il va déplacer Noémie aujourd'hui. Il parle de vente. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on n'a pas le luxe d'attendre. » Favre hocha la tête. « Officiellement, je ne peux pas t'aider, mais je peux m'arranger pour occuper Leclerc au poste cet après-midi. Réunion avec les fédéraux sur les preuves. »« Je viens avec toi, » lança Camille. « Non, » répliqua Ethan aussitôt. « C'est trop dangereux. Reste ici. Rassemble tout ce qu'on a, fais-en des copies. Si je ne reviens pas... » Elle l'interrompit, la voix calme malgré ses yeux brillants. « Si tu ne reviens pas, je saurai quoi faire. » Le reste de la matinée fut un balai de préparatifs. Ethan étudia les cartes du carnet, traçant des itinéraires de fuite. Favre partit prendre son service, promettant de prévenir dès que Leclerc serait retenu. Camille archiva les preuves, créa plusieurs duplicata. Peu avant midi, Ethan s'agenouilla devant Titan, les mains posées sur son dos musclé. « Tu sais ce qu'on va faire, hein ?» murmura-t-il. Le chien lui lécha la main, ses yeux ne quittant pas les siens. « On va ramener cette gamine à la maison. » Le soleil filtrant à travers les nuages baignait la forêt d'une lumière blafarde, quand Ethan gara son vieux pick-up à près d'1 kilomètre de la cabane. Titan était assis à ses côtés, les oreilles adressées, le regard fixé sur la ligne d'arbres. Ethan jeta un dernier coup d'œil à son téléphone. Un message de Favre venait d'arriver. « Leclerc occupé au poste avec les agents fédéraux. Tu as 2 heures. On y va ?» murmura-t-il en accrochant la laisse de Titan. Ils se déplacèrent avec précaution à travers les fourrés. Les réflexes militaires d'Ethan reprirent le dessus. Il évaluait les angles, évitait les branches sèches, ajustait son souffle. Titan avançait comme une ombre malgré sa taille. Quand ils arrivèrent en vue de la cabane, Ethan s'immobilisa. Pas de véhicule, pas de bruit. Mais par précaution, il fit 2 fois le tour du périmètre avant d'approcher. La trappe de la cave était désormais grande ouverte. Le cadenas rouillé avait disparu. Ethan descendit lentement, Titan en tête. En bas, la pièce avait été vidée à la hâte. Les photos, les cartes, les fioles, envolées. Mais des signes restaient. Des tiroirs ouverts, des papiers déchirés sur le sol, un petit chausson d'enfant sous le lit.
Ethan photographia tout avec son téléphone, cherchant un nouvel indice. Dans une corbeille, il trouva des papiers chiffonnés, factures de l'ancien centre de dressage, adressées au bureau du shérif de Valmont, réquisition de sujets d'entraînement, équipements spécialisés. Les dates correspondaient aux disparitions. Puis son regard tomba sur un calendrier mural, oublié, plusieurs dates encerclées. L'une d'elles, aujourd'hui, notée d'une simple mention au crayon, transfert au pont du ruisseau Moulin, 18h. Le cœur battant, Ethan envoya un SMS à Camille et Favre. Besoin de renfort au pont du ruisseau Moulin avant 18h, Noémie va être déplacée. Mais à peine eut-il appuyé sur envoyer que Titan se figea. Son regard se tourna vers l'escalier. Une seconde plus tard, Ethan l'entendit aussi, le crissement de pneus sur le gravier. « Cache-toi !» souffla-t-il à Titan en désignant l'espace sous le lit. Le chien obéit immédiatement. Ethan, lui, se glissa derrière une étagère métallique, l'arme de poing que Favre lui avait prêtée serrée dans sa main. Des pas lourds au-dessus, 2 hommes, peut-être 3. Le plancher grinça, puis la porte de la cave s'ouvrit dans un grincement. « Vérifie qu'on n'a rien laissé traîner, dit une voix grave. Le shérif nous écorchera s'il trouve un seul indice. C'est clean, répondit une autre voix, à part le verrou brisé. C'était peut-être des gamins. L'endroit est abandonné officiellement. Les 2 hommes descendirent lentement, inspectant les moindres recoins. L'un d'eux passa à 2 pas d'Ethan. « Et la petite ?» demanda le premier. « Dans le pick-up, c'est daté. L'acheteur a décalé à 19h30. Un retard. Parfait, je veux pas traîner ici. Cet endroit me fout la chair de poule. » Mais au moment où il semblait prêt à remonter, la lumière du jour traversa une vitre sale, révélant un éclat doré. L'œil de Titan dissimulé sous le lit. « Qu'est-ce que… » L'homme se pencha pour mieux voir. Titan bondit. Le berger allemand surgit dans un éclair de muscles et de rage contenue, renversant l'homme d'un bond puissant. Un cri jaillit, brutal, paniqué, alors que Titan le plaquait au sol, croc découvert, sa mâchoire à quelques centimètres de sa gorge. L'autre homme dégaina son arme dans un réflexe de soldat, mais Ethan était déjà en mouvement. Il bondit de sa cachette et le saisit par derrière, une lutte féroce s'engagea. Le coup partit, le projectile siffla au-dessus de leur tête et alla se ficher dans le plafond. Les 2 hommes roulèrent au sol dans un chaos de coups, de cris étouffés et de mobilier renversé. Ethan parvint finalement à désarmer l'assaillant, mais prit un violent coup à la tempe qui le laissa groggy. Sa vision vacilla, mais il vit l'homme s'échapper, monter les marches 4 à 4. « Titan, reste !» cria-t-il en titubant vers l'escalier. Le chien n'avait pas bougé, gardant le premier homme immobile au sol, le regard brûlant d'une menace silencieuse. Ethan monta à son tour, en chancelant, et atteignit l'extérieur juste au moment où le fuyard atteignait un pick-up noir stationné à côté de la cabane. Il titubait, saignait légèrement, ses mains tremblaient alors qu'il cherchait frénétiquement ses clés. Ethan leva l'arme de Jules, visa. « Arrête-toi, où est Noémie ?» L'homme se retourna lentement, et Ethan le reconnut. Marc Dupré, adjoint d'un comté voisin. Il l'avait croisé plusieurs fois à des événements communautaires, au barbecue du 14 juillet. « Tu fais une énorme erreur, Marlowe, grogna-t-il. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu mets les pieds. Où est-elle ?» Ethan avançait, le bras tendu, les doigts crispés sur la détente. « Dans le camion, mais tu ne sortiras jamais de cette forêt vivant si tu tentes quoi que ce soit. Le shérif a la moitié des forces locales dans sa poche, et des amis que tu n'as même pas idée d'exister. »« On verra bien, » répliqua Ethan. « Lâche les clés, lentement. » Dupré fit mine d'obtempérer, puis sortit une arme de petit calibre de sa poche intérieure. Ethan tira le premier. La balle l'atteignit à l'épaule, le fit tourner sur lui-même avant qu'il ne s'écroule dans la poussière en hurlant. Son propre tir rata, s'enfonçant dans un tronc. Ethan s'approcha prudemment, le désarma, puis utilisa des colliers de serrage qu'il avait préparés à l'avance pour lui lier les poignets. Il glissa ensuite les clés dans sa poche, retenant la douleur lancinante dans sa tempe. Il courut jusqu'au véhicule, ouvrit la portière arrière, une couverture, un petit corps immobile, Noémie. Son cœur rata un battement. Était-elle encore? Puis il vit sa poitrine se soulever faiblement. Une perfusion était scotchée à son bras. Ethan débrancha délicatement l'aiguille, la souleva dans ses bras avec précaution, resserrant la couverture autour d'elle. « Noémie, tu m'entends ?» C'est Ethan, le papa de Titan. Elle remua faiblement, les paupières frémissant sans s'ouvrir. Il l'emmena se cacher derrière la cabane, installa un poste de repli temporaire, puis retourna dans la cave pour s'assurer que Titan maîtrisait toujours le second homme. Le berger allemand était toujours là, debout, en alerte. Le deuxième assaillant, le visage ruisselant de sueur, était resté figé de peur.
Ethan l'attacha solidement. En s'approchant, il remarqua une chose étrange, un tatouage discret sur l'intérieur de son avant-bras. Les lettres BK suivies d'un numéro. Blackwell Kennels, murmura-t-il. Le même centre où Titan avait été trouvé. Tu bossais là-bas? Le type cracha au sol. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, petit soldat. Et c'est moi? Répondit Ethan en serrant le collier de serrage d'un cran. Les enfants, c'était que le début. Ils sont imprévisibles. Leur peur crée des signaux que les chiens peuvent apprendre à traquer mieux que n'importe quel adulte. Une fois qu'un chien sait traquer un gamin en panique, il peut suivre n'importe quelle cible. Alors, vous enleviez des enfants pour entraîner des chiens? Au départ. Mais il y avait deux marchés, les chiens et les enfants eux-mêmes. Ethan sentit la nausée lui monter. Ce n'était pas juste un réseau d'entraînement, c'était du trafic humain. Une chaîne entière, avec Leclerc comme coordinateur régional. Et Titan avait été le numéro 17, le chien qui avait refusé d'obéir, qui avait protégé les enfants au lieu de les traquer. Son téléphone vibra. Un message de Favre. Leclerc vient de quitter le poste, averti d'un appel d'urgence de la part des gardes forestiers. Sois sur tes gardes, pas de temps à perdre. Ethan réunit les armes et les téléphones des deux hommes, récupéra les papiers du camion et les preuves restantes, puis chargea Noémie dans le siège passager, veilla à l'attacher et à la couvrir. Titan monta dans la banquette arrière, posant sa tête contre le dossier, surveillant la fillette. Le moteur rugit. La vieille route forestière défilait sous les pneus, tandis qu'Ethan appelait Camille. « J'ai Noémie. Elle est vivante mais droguée. Deux hommes capturés, un au sous-sol de la cabane, l'autre dans leur propre camion. Je vais rejoindre la route principale. »« Dieu soit loué » souffla Camille, la voix tremblante. « J'ai contacté l'agent fédéral en charge, Dr Karine Dumas. Je lui ai tout donné. Elle arrive avec une équipe, mais ça prendra du temps. Dis-lui de se rendre au pont du Ruisseau Moulin. C'est là que le transfert devait avoir lieu. Leclerc pourrait encore s'y rendre. Je dois y aller. Non, reviens à la maison, Ethan. Elle a besoin de soins médicaux. Si je laisse filer Leclerc, tout recommence ailleurs. Il faut les arrêter maintenant. » Silence au bout du fil. Puis, je comprends, je t'aime. Moi aussi. Prépare-toi à recevoir Noémie. Elle aura besoin de toi. Ethan raccrocha. Dans le rétroviseur, Titan gardait les yeux fixés sur la route, son corps puissant dressé en alerte. Pour la première fois, Ethan ne le voyait plus seulement comme un chien de guerre ou une aide pour son propre stress post-traumatique. Il voyait un compagnon, un gardien, un héros. Maintenant, il devait juste survivre assez longtemps pour faire tomber tout ce réseau de l'intérieur. Le pont du Ruisseau Moulin s'étendait au-dessus d'un profond ravin à la frontière nord du comté de Valmont. Il reliait l'autoroute secondaire à un réseau de pistes forestières rarement utilisées, parfaites pour des activités qu'on ne voulait pas trop exposer au regard. En approchant du site, Ethan coupa les phares et gara le véhicule à près de 500 mètres du pont, dissimulé derrière un rideau d'épicéas. Le soleil déclinait, projetant des ombres longues et inquiétantes sur les planches vieillissantes du pont suspendu au-dessus du torrent en contrebas. Noémie, toujours sous sédatif, avait commencé à bouger faiblement sa petite silhouette emmitouflée dans la couverture qu'Ethan avait tirée autour d'elle. Il posa une main sur son épaule. « Noémie, c'est moi, Ethan. Tu es en sécurité maintenant. » Elle ouvrit brièvement les yeux, bleus, perdus, puis les referma. Il vérifia une fois de plus sa respiration, puis descendit silencieusement du pick-up. « Titan, reste ici, protège-la. » Le chien géant gémit doucement, puis se coucha contre Noémie, son flanc puissant servant de rempart vivant contre le froid et le danger. Ethan s'enfonça dans les bois, progressant à pas feutrés jusqu'à un promontoire rocheux qui surplombait le pont. Il s'y positionna, jumelles en main, cœur battant au rythme d'un tambour de guerre. Un véhicule approchait, phares allumés, un SUV foncé, Leclerc, le shérif sortit du véhicule seul. Il portait des vêtements civils, jeans, veste noire, pas d'uniforme, pas de plaque. Mais Ethan n'avait aucun doute. Il était armé. Leclerc s'avança au milieu du pont, jetant des regards nerveux autour de lui, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. Il composa un numéro. La voix, portée par l'air frais du soir, résonna faiblement jusqu'à Ethan. « Où êtes-vous ? Les clients seront là dans moins d'1 heure. La marchandise est prête, non ?» Un silence. « Comment ça, vous ne les joignez pas ? Essayez encore. » Quelques instants plus tard, Leclerc grogna. « Très bien, j'y vais moi-même. Ne bougez pas avant que je revienne. » Il retourna à son SUV, exaspéré, le moteur rugit et il fit demi-tour, filant vers Valmont par le même chemin forestier qu'Ethan avait emprunté. Ce dernier comprit aussitôt.
Leclerc allait découvrir que la cabane était vide, que les hommes avaient été neutralisés, que Noémie n'était plus là. Il n'avait plus beaucoup de temps. Ethan rejoignit le véhicule au pas de course. Noémie était plus alerte maintenant, ses yeux s'ouvrant par intermittence. Il l'aida à se redresser doucement. « C'est moi, Noémie. Tu es en sécurité. Titan est là aussi, il t'a retrouvé. » La petite fille leva la main tremblante et effleura la tête massive du chien. Titan répondit en léchant délicatement ses doigts. « Je savais qu'il était gentil, murmura-t-elle faiblement. Les méchants avaient peur de lui. »« Quel méchant ?» demanda Ethan, sa voix douce. « Celui avec l'étoile. Il disait que Titan était dangereux. Mais moi, je savais que non. » Le téléphone d'Ethan vibra. Appel entrant, Camille. « Où es-tu » demanda-t-elle d'une voix nerveuse. L'agent Dumas a tout rassemblé. Mais Leclerc est parti, il ne répond plus aux appels radio. Il a dit avoir reçu un signalement urgent de la part des gardes forestiers. Puis plus rien. Il était ici, au pont, expliqua Ethan rapidement. Mais il a compris. Il est reparti vers la cabane. Quand il verra que tout a été vidé, il saura que tout est compromis. Tu dois revenir immédiatement, insista Camille. La maison est maintenant considérée comme site sécurisé. L'équipe du FBI arrive dans 21 minutes. Je ne peux pas, coupa Ethan. Il y a une chance que Leclerc tente d'achever la livraison ailleurs. Et je crois que tout ne s'arrête pas avec Noémie. Elle a parlé d'un centre, un endroit appelé le Chenil, là où les autres enfants sont retenus. Un silence lourd suivit. Puis Camille murmura « Tu crois qu'il y en a d'autres ?» Elle en est non sûre. Elle a dit qu'il n'avait pas le droit de parler, mais qu'il chuchotait la nuit. 4 autres enfants, 3 filles, un garçon, tous toujours là-bas. Camille inspira fortement. « Tu dois la mettre en sécurité, les fédéraux s'en chargeront. S'ils attendent, ils auront disparu. Tu sais comment ces réseaux fonctionnent, il faut frapper maintenant. Je t'en supplie, sois prudent. Je t'aime, Cam. Moi aussi. Reviens-nous, à 2. » Il raccrocha et se tourna vers Noémie. « Il y a d'autres enfants, n'est-ce pas? Au Chenil ?» La fillette hocha lentement la tête. « Ils ont dit que personne ne sort jamais de là. » Elle essuya une larme. « Ils s'appellent, c'est Lily, Chloé, Eva et Yanis. Tu te rappelles comment y aller ?» Elle ferma les yeux, se concentra. Par la route en terre, puis à gauche, après les arbres rouges, 2 fois, puis un virage vers le haut, il y a une grande barrière en métal, avec des fils au-dessus. Elle n'avait peut-être que 8 ans, mais son souvenir des lieux était limpide. Le traumatisme avait fixé les détails. Et Titan semblait comprendre. Son regard se tourna vers Ethan, puis vers l'obscurité de la forêt. Une direction claire, un but. Ethan prit une décision. Il ne pouvait pas laisser ses enfants là-bas. Pas après ce qu'il venait de découvrir. Pas quand il tenait la clé pour les retrouver. Il appela à nouveau Camille. « Dis à Dumas de déployer son unité à l'ancienne base Blackwell. C'est là-bas qu'ils ont installé leur chenil. Route du Pic Perdu, secteur nord. Je fonce là-bas. C'est notre seule chance. » La route vers l'ancienne base Blackwell se révéla encore plus sinueuse et isolée que dans ses souvenirs. Elle serpentait entre les montagnes, s'enfonçant dans un territoire presque oublié. On y accédait par un ancien chemin d'exploitation forestière, bordé d'arbres imposants qui formaient une voûte naturelle au-dessus du véhicule. Titan était tendu à l'arrière, son corps puissant prêt à bondir à la moindre alerte. Noémie, malgré la fatigue, gardait les yeux ouverts, surveillant les alentours, comme si elle cherchait des repères dans cette forêt fantôme. Là, souffla-t-elle soudain, le virage avec les rochers rouges. Ensuite, il faut aller tout droit jusqu'à la grande porte en métal. Ethan tourna, suivant ses indications sans ralentir. Peu après, la végétation s'éclaircit et un complexe apparut. En contrebas, dans une vallée encaissée, se dressait un ensemble de bâtiments entourés d'une haute clôture métallique surmontée de fils barbelés. Un panneau décrépit oscillait au vent, terrain privé, accès strictement interdit. Derrière la clôture, 2 structures principales. Une bâtisse basse et longue, aux allures de bunker, et un plus petit bâtiment qui ressemblait à un chenil. Ethan gara le pick-up derrière un hangar effondré. « Tu restes ici ?» dit-il à Noémie en lui remettant une gourde et une lampe. « Verrouille les portes. Si quelqu'un s'approche, tu te caches, et Titan va te protéger. » Le chien garda les yeux fixés sur Ethan, puis sauta au sol, prêt à le suivre. Ils avancèrent à couvert, contournant le grillage pour atteindre un angle sans caméra visible. Ethan examina les lieux avec ses jumelles. Une seule patrouille, un homme armé qui faisait le tour de l'enceinte toutes les 12 minutes. C'était leur fenêtre. Il donna le signal à Titan. Ensemble, ils franchirent la clôture, Ethan escaladant silencieusement, Titan bondissant derrière lui avec agilité. La cour intérieure était déserte, mais des lumières s'allumaient à l'intérieur des bâtiments. Des ombres passaient derrière les fenêtres.
Il se rapprocha d'une ouverture basse. En se hissant, il aperçut l'intérieur, des couloirs cliniques, des tables d'examen, des armoires métalliques, mais aucune trace des enfants. Il poursuivit jusqu'à une autre fenêtre. Au fond d'un couloir éclairé, une porte ouverte donnait sur une salle remplie de petits lits métalliques. Une femme en blouse blanche s'y déplaçait lentement, notant des observations. Il reconnut immédiatement la docteure Blanchet. Elle supervisait les expériences. C'était elle que Noémie appelait « la dame au manteau blanc ». Ethan fit le tour, cherchant une autre entrée. Il repéra un quai de livraison à l'arrière, une porte verrouillée par un clavier numérique. Mais le volet roulant, lui, n'était maintenu que par un verrou mécanique. Il utilisa son couteau tactique pour faire levier, soulevant lentement la porte jusqu'à pouvoir se glisser dessous. Il entra dans un entrepôt silencieux, empli de caisses et d'équipements médicaux. Des bruits de voix résonnaient dans le couloir adjacent. Il s'approche, arme en main, prêt à intervenir. « Il faut qu'il soit sédaté pour le transport », disait une voix de femme. « Pas le temps », répondit un homme avec autorité. « L'hélicoptère atterrit dans 20 minutes. Emmenez-les et débarrassez-vous des chiens. » Ethan reconnut la voix. Leclerc. Il était déjà sur place, et il venait de donner l'ordre d'exécuter les chiens. Il serra les dents. Il fallait agir vite. L'entrée principale était trop exposée. Il repéra une cage d'escalier avec un accès vers les sous-sols, là où étaient sans doute enfermés les enfants. Il descendit. En bas, un couloir aux murs carrelés brillait sous des néons blancs. Une porte portait l'inscription « Secteur B, niveau 1 ». À côté, un lecteur de badge « Trop tard pour subtilité ». Un garde surgit de la porte voisine. Ethan n'hésita pas. Il le saisit à la gorge et le plaqua contre le mur. En quelques secondes, l'homme était inconscient, ficelé avec les colliers de serrage qu'Ethan ne quittait jamais. Il récupéra son badge et sa radio, et descendit. Les portes défilaient. B3, B4, B5. Il s'arrêta devant B7. À travers le hublot, il vit 4 enfants recroquevillés sur des matelas fins. Une petite fille leva les yeux. Quand elle aperçut Titan derrière lui, elle se redressa soudain. Un murmure s'échappa de ses lèvres. « Le chien, c'est lui !» Les autres enfants la rejoignirent. Leurs regards s'illuminèrent. Titan s'approche de la porte, remuant légèrement la queue. Ethan glissa le badge. Rien, lumière rouge. Le garde neutralisé n'avait pas l'accès à ce niveau. Il essaya la poignée, verrouillée. Sans autre choix, il recula et donna un grand coup dans la vitre. Le verre renforcé se fissura, puis céda. Les enfants reculèrent en criant. « Je suis là pour vous aider !» cria-t-il. « Je suis avec Titan. Il vous a protégé, vous vous souvenez ?» Une petite fille s'avança. « C'est vrai, il nous a protégés. Il n'a jamais voulu mordre. Je vais vous faire sortir d'ici, venez vite !» Un à un, les enfants passèrent par la vitre. Ava, Chloé, Lily, puis Yanis, plus hésitant. « Ils ont dit qu'ils tueraient Titan si on fuyait », murmura-t-il. Ethan posa une main sur son épaule. « Titan est libre et il m'a conduit jusqu'à vous. Il n'y a plus rien à craindre. » Mais au moment où le dernier enfant passait le seuil, des cris retentirent. Des pas précipités résonnèrent dans l'escalier. « Par ici !» ordonna Ethan en les guidant vers la sortie de secours au bout du couloir. Il n'y avait plus de place pour la discrétion. Des hommes armés débarquaient. Ethan tira quelques coups de feu pour couvrir leur fuite, puis bouscula la porte d'évacuation. À l'extérieur, l'air frais frappa leur visage. Les projecteurs s'allumèrent, des alarmes rugirent, mais déjà les renforts arrivaient. 3 véhicules noirs, marqués FBI, franchissaient le portail principal. Les agents fédéraux surgirent de leurs véhicules comme une vague noire. Les lettres jaunes « Intervention fédérale » brillaient sur leurs gilets pare-balles alors qu'ils se déployaient en formation. Une voix tonna depuis un haut-parleur « Ici l'agence fédérale d'investigation, déposez vos armes et allongez-vous au sol ». Le silence se brisa brutalement par une salve de tirs en provenance du bâtiment principal. Des échanges de feu éclatèrent, crépitants, hachant l'air du crépuscule. Les enfants hurlèrent. Ethan les entraîna à l'abri derrière un abri en béton, plaquant son dos contre le mur. Titan, lui, se plaça instinctivement entre les enfants et la source des tirs, son corps massif vibrant de tension. « Ne bougez pas d'ici !» lança Ethan aux enfants. Il tendit un badge de sécurité à Yanis. « Tu vois les gens avec les lettres jaunes ? Si quelque chose m'arrive, cours vers eux. Dis-leur que Camille Marlowe vous envoie, ils comprendront. » Le petit garçon acquiesça, serrant le badge contre lui, les lèvres tremblantes. Au même instant, des flashs lumineux illuminèrent l'entrée du chenil. Une silhouette s'en échappa à reculons, tirant en direction des agents. Ethan n'eut aucun mal à le reconnaître. Leclerc. Il tenait quelque chose dans sa main gauche, une sorte de télécommande, un boîtier noir muni d'un seul bouton rouge. « Les chiens », murmura Ethan.
Il se redressa aussitôt, contournant les abris, courant à découvert entre les projectiles pour atteindre le chenil avant Leclerc. Derrière lui, Titan hésita, regarda les enfants une dernière fois, puis bondit à la suite de son maître. Ils atteignirent le petit bâtiment gris à temps pour voir Leclerc entrer, claquant la porte derrière lui. Ethan la poussa avec force et découvrit l'enfer. L'odeur le frappa immédiatement, antiseptique, peur, urine, sang séché. Des rangées de cages métalliques s'alignaient de chaque côté. À l'intérieur, une vingtaine de chiens, des bergers allemands, des malinois, des dobermans, tous muselés, tous battus, tous brisés. Leclerc se tenait devant un boîtier mural relié aux serrures électriques des cages. Dans son autre main, il tenait un sifflet métallique. « Tu ne comprends pas, Marlowe » gronda-t-il sans se retourner. « Tu détruis un projet qui dépasse ton imagination. Ces chiens sont l'avenir de la sécurité. Capables de traquer une signature génétique, de détecter une émotion, de désobéir à tout sauf à leur cible. » Il se tourna lentement. Le sang avait maculé sa veste, sa joue portait une entaille, mais ses yeux brillaient d'une fièvre froide. Numéro 17 aurait pu être le prototype parfait, mais il a développé de l'empathie. Quelle tragédie! Il leva le boîtier. Ils sont tous devenus trop risqués. Il faut les éliminer. Tu vas comprendre pourquoi on ne laisse pas d'échecs derrière. Avant qu'Ethan ne puisse agir, il souffla dans son sifflet. Un son aigu, perçant, que l'oreille humaine ne pouvait que deviner. Mais les chiens, eux, réagirent immédiatement. Leurs corps se tendirent. Certains hurlèrent. D'autres se mirent à grogner, montrant les dents. Les cages s'ouvrirent dans un cliquetis sinistre. Ethan leva son arme, recula. Les chiens sortirent lentement, désorientés. Certains titubants, d'autres déjà prêts à bondir. Mais aucun ne s'attaqua à Leclerc. Ils s'approchèrent, guidés par l'ordre invisible du sifflet. Titan émit un grondement sourd, un avertissement. Il se plaça devant Ethan, regardant les autres chiens, tête basse, oreilles tendues, puis il aboya. 3 fois, un aboiement grave, précis. Les autres chiens s'arrêtèrent net. Leclerc fronça les sourcils. « Qu'est-ce que… » Titan aboya encore. Les chiens hésitèrent. Une femelle s'approcha de lui, puis d'un coup de langue lui toucha le museau. Un à un, les autres s'approchèrent de Titan. Certains remuaient la queue faiblement. D'autres restaient figés, confus. Leclerc souffla de nouveau dans son sifflet. Furieux. « Attaquez !» hurla-t-il. Rien, les chiens restèrent immobiles. « Tu ne les contrôles plus ?» dit Ethan, avançant lentement. « Tu les as peut-être formés à obéir, mais Titan leur a appris autre chose. La loyauté, l'empathie et surtout la désobéissance. » Il tira, une balle, précise. Leclerc s'effondra contre une cage, la télécommande glissant de sa main. Les chiens ne bougèrent pas. Le silence revint, seulement troublé par les halètements des animaux. Titan s'avança vers la dépouille du shérif, renifla, puis se tourna vers les autres chiens. Lentement, un par un, ils se couchèrent, sans un son. Ethan prit une grande inspiration, tremblant. À l'extérieur, le chaos touchait à sa fin. Les hommes de Leclerc étaient neutralisés. Les agents sécurisaient le site. Les enfants, eux, étaient rassemblés sous des couvertures thermiques, des agents médicaux prenant soin d'eux. Noémie, soutenue par Camille, arrivée entre-temps, tenait toujours la main de Titan. Ethan sortit du chenil en titubant légèrement, une entaille saignant sur son flanc. Camille accourut vers lui. « Tu es blessé ?»« Ça ira, murmura-t-il. Les enfants sont sains et saufs, les chiens aussi. » L'agent Dumas les rejoignit. Le complexe est sécurisé, tous les fichiers saisis. Blanchet arrêté. Leclerc, mort, confirma Ethan, tué par ses propres méthodes. Dumas acquiesça lentement. On avait un dossier en cours depuis longtemps. Tu viens de nous apporter les preuves qui manquaient. Avec le témoignage des enfants et les documents saisis, on va pouvoir démanteler tout le réseau. Tu as fait plus que sauver des vies aujourd'hui. Tu as mis fin à un système. Camille prit la main d'Ethan, la serra. À quelques mètres de là, Noémie s'était assise dans l'herbe, entourée d'enfants rescapés. Titan veillait sur eux, son pelage brillant sous les premiers rayons du matin. Une petite fille tendit un biscuit au chien. Il l'accepta avec une délicatesse royale. Ethan les regarda le cœur battant. Ils avaient survécu à l'indicible. Et Titan n'était plus seulement un chien sauvé d'un centre d'entraînement militaire. Il était devenu un symbole. 3 mois avaient passé depuis cette nuit à la base de Blackwell. L'hiver avait déployé son manteau blanc sur les montagnes entourant Valmont, transformant les forêts autrefois menaçantes en cathédrales silencieuses de givre et de lumière. Tout semblait plus calme, plus pur, mais rien n'était vraiment redevenu comme avant. Et peut-être que c'était mieux ainsi.
Ethan Marlowe, sur le perron de sa vieille maison en bois, observait l'aurore en silence. Une tasse de café fumait entre ses mains, tandis que ses yeux suivaient les premières lueurs qui dansaient sur les crêtes enneigées. À ses pieds, allongé de tout son long, Titan reposait paisiblement. Sa tête massive posée sur ses pattes avant, son souffle régulier se mêlant à la vapeur de l'air froid. Les cicatrices de Titan, vestiges de cette nuit terrible, étaient encore visibles sur son flanc droit, mais elles n'avaient rien noté à sa prestance. Au contraire, elles lui donnaient une noblesse silencieuse, une présence rassurante, presque sacrée. La porte s'ouvrit doucement derrière Ethan. Camille sortit sans bruit, enroulée dans une grosse écharpe. Elle posa une main sur son épaule, y appuya un instant sa joue. « Ils dorment encore », murmura-t-elle, « même le petit Zeus ». Ethan sourit. Le surnom affectueux qu'ils avaient donné à la peluche préférée de Noémie, un petit chien en peluche qu'elle ne quittait jamais depuis son retour. Elle ne s'endort qu'avec lui, avait confié Camille. Et Titan juste à côté. Depuis la fin de l'opération, Noémie vivait chez eux. Sa tante, Maude, avait accepté avec reconnaissance que Camille et Ethan prennent le relais. Elle continuait à travailler de longues heures à l'hôpital du comté. Mais elle savait que sa nièce était en sécurité, aimée. Et pour la première fois depuis longtemps, Noémie souriait. Elle riait même parfois. Le plus souvent quand Titan faisait mine de parler, ou quand Ethan inventait des histoires, ou Titan devenait détective. « Les papiers sont arrivés hier », dit Camille en montrant une enveloppe posée sur la table du porche. Maude a signé les autorisations. Ethan la regarda. « Elle est vraiment d'accord ?» Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu Noémie aussi sereine. Elle pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Et je crois qu'elle nous fait confiance. Il resta un moment silencieux. Puis simplement, « Alors on va l'adopter. » Camille sourit. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne les laissa pas couler. « Tu es sûr ? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. » Il prit sa main. « Elle est déjà notre fille. On officialise ce que Titan avait compris dès le départ. » La porte grinça à nouveau. Une petite silhouette émergea en silence. Noémie, encore en pyjama, les cheveux en bataille, serrait fort contre elle son petit Zeus. « Est-ce que Titan est déjà réveillé ?» demanda-t-elle d'une voix pâteuse. Ethan fit un signe vers le sol. « Juste là, princesse. » Noémie descendit les marches et s'assit à côté du chien, enfouissant son visage dans sa fourrure. « Je l'ai vu en rêve, il recevait une médaille. Tout le monde applaudissait. » Camille s'accroupit à son niveau. « Ce n'était pas un rêve, ma puce. C'est aujourd'hui. Tu te souviens de la cérémonie à la salle municipale ?» Noémie écarquilla les yeux. « La cérémonie du héros ?»« Exactement, confirma Ethan. Et tu vas l'aider à mettre son collier spécial. » Titan ouvrit un œil, puis se redressa avec lenteur, posant doucement sa tête contre la jambe de Noémie. La petite éclata d'un rire cristallin. « Il veut déjà partir se faire beau ?» Dans la matinée, la salle municipale de Valmont débordait d'activités. L'histoire du sauvetage de 5 enfants par un ancien militaire et son chien avait fait le tour du pays. Des journalistes étaient venus de la capitale. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'une conférence de presse. C'était une célébration, une reconnaissance. Les enfants étaient là, Lily, Yanis, Ava, Chloé, tous bien habillés, entourés de leurs proches, de psychologues, d'agents fédéraux, tous avec un petit pins en forme de berger allemand accroché sur leur veste. Ils n'étaient plus des numéros, ils n'étaient plus seuls. Jake Favre, désormais commandant par intérim du poste de Valmont, était maître de cérémonie. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'il prit la parole. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un acte de bravoure, nous honorons un choix, le choix de protéger plutôt que de détruire, le choix d'un chien qui, malgré ce qu'on lui a imposé, a choisi l'empathie. » Il appela ensuite Ethan à le rejoindre, puis Camille, et enfin Noémie qui avançait timide, Titan à ses côtés. Elle portait une boîte en velours bleu, à l'intérieur un collier spécial noir gravé au nom de Titan, protecteur de Valmont. Ethan s'agenouilla à côté de Titan. « Tu es prêt, mon vieux ?» Noémie l'aida à fixer le collier autour de son cou. Titan resta parfaitement immobile. Seule sa queue remuait doucement. Puis Noémie se tourna vers la foule et dans un élan spontané déclara « C'est le meilleur chien du monde, il m'a sauvé. Il m'aide à dormir. Et maintenant, il aide tous les gens quand ils ont peur. » Un murmure parcourut la salle. Certains parents essuyaient discrètement une larme. Après la cérémonie, les habitants vinrent les saluer, apporter des biscuits à Titan, des dessins d'enfants, des lettres de remerciement. Titan les accepta tous avec une patience royale. Toujours à côté de Noémie, une silhouette attira l'attention d'Ethan. Maude, vêtue de son uniforme d'infirmière, elle s'approcha doucement. « Puis-je vous parler ?» Ils s'écartèrent dans un coin discret.
Camille les rejoignit. « Je voulais juste vous remercier, dit Maud, et vous dire que je ne changerai pas d'avis. Noémie a besoin de stabilité, et elle a besoin de vous. » Elle s'arrêta. « Mais surtout, elle a besoin de ce chien. » Un sourire traversa son visage. « Je crois que Titan est son ange gardien. » Camille hocha la tête. « Et il ne laissera jamais personne lui faire du mal. » Maud sortit un dossier de son sac. « Voici les papiers d'adoption, signés. » Ethan inspira profondément, touché par l'instant. Elle aura toujours une tante, elle aura une grande famille. Maud lui serra la main. Alors, elle aura ce qu'aucun de ses enfants n'avait plus, un avenir. Après la cérémonie, alors que les enfants riaient autour de Titan dans la salle municipale, Ethan s'éloigna un instant, attiré par la voix calme mais déterminée de l'agent fédéral Karine Dumas. Elle s'entretenait avec un collègue près des grandes baies vitrées, un dossier à la main. Lorsqu'elle vit Ethan s'approcher, elle interrompit la conversation et lui fit signe de la suivre. « Je voulais te voir en privé, dit-elle en refermant le dossier. On a fini de traiter les preuves que tu nous as transmises depuis la cabane et le centre de Blackwell. Et il y a quelque chose que tu dois savoir. » Ethan la suivit jusqu'à un coin tranquille, à l'écart des familles. On pensait au départ que les enlèvements étaient opportunistes, liés à des zones géographiques si propices, mais ce n'était pas le cas. Les enfants n'étaient pas pris au hasard. Ethan se figea. « Comment ça ?» Ils étaient choisis selon des critères de très précis. Génétique, tempérament, réactivité au stress, résistance. Tous ces éléments étaient compilés dans un algorithme. Leclerc et Blanchet sélectionnaient les profils compatibles pour ce qu'ils appelaient leur programme de synergie comportementale. Dumas sortit une feuille de son dossier. Voici la fiche de Noémie. Ethan prit le document. Il y avait là des tests cognitifs, des relevés médicaux, même des observations psychologiques. Il l'avait évaluée bien avant qu'elle ne soit enlevée. Ce type d'information ne s'obtient pas légalement, ce qui signifie qu'ils avaient accès à des bases de données très confidentielles. On pense que plusieurs institutions ont été compromises. Ethan sentit un nœud se former dans sa gorge. « Et Titan, c'est là que ça devient troublant », poursuivit Dumas. Titan a été programmé pour traquer des signaux spécifiques, mais il a inversé le processus. Il s'est fixé sur Noémie, non pas comme cible, mais comme repère affectif. Les spécialistes appellent ça un contre-ancrage. Il a rejeté la condition de prédateur pour endosser celle de protecteur. C'est extrêmement rare. Ethan regarda à travers la salle. Noémie riait, assise au sol, Titan couché à ses côtés, les enfants jouant autour d'eux. « Ils ont créé un monstre, dit-il doucement. Et ce monstre a décidé d'être un ange. » Karine Dumas rangea son dossier. « Tu devrais savoir une chose encore. Les témoignages des enfants, les documents saisis et les aveux obtenus des membres arrêtés ont révélé l'existence de 3 autres centres dans 2 États voisins. Grâce à ton intervention, nous avons pu monter des opérations coordonnées. Et dans ces 3 sites, on a retrouvé 14 enfants, tous vivants, et tous en train d'être préparés. » Ethan baissa la tête, absorbant la nouvelle. « Alors c'est terminé ?» Dumas hésita. « Le réseau tel qu'il existait, oui. Mais ceux qui finançaient, ceux qui bénéficiaient, ils ne vont pas disparaître si facilement. Mais maintenant, on a des noms, des documents, et surtout, des témoins. » Elle le fixa. « Et toi, Marlowe, toi, tu es la clé de tout ça. » Il secoua lentement la tête. « Je suis juste un homme qui suivait son chien. » Elle sourit. « Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut pour changer le monde. » Le soir même, de retour chez eux, Camille installait Noémie dans son lit. La petite était encore émerveillée par la cérémonie, tenant fièrement le pins en forme de chien qu'elle avait reçu. Titan s'allongea à ses pieds dès qu'elle se coucha comme chaque nuit. Elle lui caressa la tête en chuchotant « Tu m'as protégée, et maintenant je te protège aussi, même si t'as pas vraiment besoin de moi. » Dehors, dans le froid piquant de décembre, Ethan contempla le ciel. Des étoiles parsemaient l'obscurité comme des lanternes silencieuses. Il se souvenait encore de l'homme qu'il était en arrivant ici. Brisé, hanté, seul, il pensait avoir laissé son humanité quelque part entre 2 dunes en Afghanistan. Mais maintenant, il avait une fille, une femme qu'il aimait plus que tout, et un chien qui lui avait appris à espérer de nouveau. Il retourna à l'intérieur, passa la tête dans la chambre de Noémie. Elle dormait, la main posée sur l'oreille de Titan, son petit œuf sans peluche serré contre elle. Le chien ouvrit un œil comme pour dire « Tout est sous contrôle ». Ethan sourit. « Je sais, mon vieux, je sais. » Le lendemain matin, une lettre officielle arriva par courrier express. En tête fédérale. Le document annonçait que Titan recevrait une médaille de service exceptionnelle de la part de la garde civile, ainsi qu'un statut de chien thérapeute homologué, reconnu par le département des anciens combattants.
Camille lut la lettre à voix haute. Il aura accès aux hôpitaux, aux centres de rééducation, aux écoles. On veut qu'il devienne un ambassadeur. Ethan haussa les sourcils. Un ambassadeur à 4 pattes. Un héros, rectifia Camille. Mais Titan, fidèle à lui-même, n'avait que faire des médailles. Ce qui comptait pour lui, c'était que Noémie lui caresse la tête chaque soir, qu'elle continue de rire, qu'elle n'ait plus jamais peur, et quelque part, Ethan savait que le chien n'avait pas seulement sauvé Noémie, il avait sauvé tous ceux qui gravitaient autour d'elle. Les semaines qui suivirent virent le quotidien s'installer, doucement, comme une couverture chaude posée sur un sol encore froid. La maison de Camille et Ethan résonnait de rires timides, de silences apaisés, de repas partagés. Noémie reprenait goût aux petites choses, dessiner, courir dans le jardin, apprendre à faire du vélo. Elle avait même demandé à aller à l'école comme les autres. Son institutrice, prévenue de la situation, l'avait accueillie avec une bienveillance rare. Et Titan, fidèle à lui-même, l'attendait chaque midi devant la grille, couché sous le grand chêne. Mais certaines nuits, les ombres du passé revenaient frapper doucement à la porte de l'esprit. Celle d'Ethan, celle de Noémie. Un soir, elle se glissa dans leur chambre, en pyjama, les yeux embués. « J'ai rêvé qu'il revenait », dit-elle simplement, « qu'il m'attrapait encore. » Ethan se leva sans un mot, la porta dans ses bras jusqu'à sa chambre. Titan, déjà debout, sauta sur le lit et s'allongea à ses côtés. « Tu sais, les rêves, ce sont comme des feuilles mortes, lui murmura-t-il. Elles tombent, mais elles ne font que passer. » Noémie enfouit son visage contre la fourrure chaude du chien. « Tant que Titan est là, ils ne m'attraperont plus. »« Jamais !» jura Ethan. Et les jours revinrent, portés par une routine rassurante. Titan devint une figure connue dans tout Valmont. Il accompagnait les enfants rescapés lors de leurs séances de soutien, leur apportant un calme et une force silencieuse. Même les psychologues reconnurent rapidement son effet thérapeutique. Il restait assis, immobile, parfois pendant des heures, laissant une petite main se poser sur sa tête, une larme tomber dans sa fourrure. Il écoutait sans jugement, et cela suffisait. Un jour, le directeur du centre de soins pour anciens combattants de la région appela Camille. « Nous avons entendu parler de ce chien. Seriez-vous prêt à ce qu'il vienne en observation? Juste une journée ?» Ethan accepta. Il accompagna Titan sur place. Ils entrèrent dans une grande salle où plusieurs hommes, assis en rond, parlaient à voix basse. L'un d'eux, grand, musclé, couvert de tatouages militaires, resta longtemps silencieux. Puis Titan s'approcha. Il leva la tête, regarda le chien. Et sans prévenir, il fondit en larmes. « Il me rappelle Rex, dit-il. Mon chien, en mission. Il est mort pour moi. » Ethan posa une main sur son épaule. Celui-là a failli y passer aussi, mais il a choisi la vie. L'homme hocha la tête. « Peut-être que moi aussi. » À la maison, Noémie fabriqua un petit calendrier. Chaque jour y était illustré par un dessin d'elle et de Titan. Titan à la rivière, Titan sur le canapé, Titan déguisé avec un foulard rose. Elle l'appela les aventures du plus gentil chien du monde. Mais malgré la paix retrouvée, l'enquête fédérale, elle, n'était pas terminée. Un matin de février, Karine Dumas revint à Valmont. Elle demanda à parler à Ethan en privé. « On a mis la main sur les carnets personnels de Blanchet », expliqua-t-elle. Elle notait tout. Les expériences, les commanditaires, les transactions. Ethan fronça les sourcils. « Vous avez trouvé autre chose ?»« Oui. » Quelque chose d'inattendu. Titan n'était pas un chien ordinaire. Il a été sélectionné dès son plus jeune âge. En fait, il faisait partie d'un projet annexe, un test de résistance à la reprogrammation comportementale. En français, ils ont voulu créer des chiens capables de désobéir volontairement à des ordres contraires à leur éthique naturelle. Titan était le seul à avoir résisté à toutes les étapes. Elle le regarda. Ils l'ont jugé inutile, trop empathique, trop instable. Mais en réalité, c'est lui qui a démontré que leur système était faillible. Ethan resta silencieux un instant. Il n'a pas été brisé, il a été lucide. Exactement. Elle sortit une dernière enveloppe. C'est une recommandation du département de la Défense. Il propose de faire de Titan un symbole officiel de réhabilitation comportementale canine. Avec ton accord. Ethan regarda par la fenêtre. Titan courait dans le jardin poursuivi par Noémie qui riait à plein poumon. « On acceptera si Titan accepte », répondit-il. « Mais je peux déjà te dire une chose. Il n'est pas un symbole, il est un guide. » Cette même semaine, un projet de loi nommé « Loi Titan » fut soumis au Sénat. Il visait à interdire définitivement toute expérimentation comportementale sur des animaux à des fins paramilitaires et à protéger le statut des chiens ayant servi dans des programmes militaires non reconnus. Il fut adopté à l'unanimité. À l'école, Noémie fit un exposé. Elle parla de Titan, de son passé, de comment il l'avait sauvé.
Elle conclut par une phrase qui laissa tous les adultes sans voix. Parfois, les monstres n'ont pas de griffes. Ils portent des costumes et disent des choses gentilles. Mais les vrais héros, eux, ne parlent pas toujours. Ils vous regardent avec des yeux dorés et ils vous comprennent sans un mot. Le printemps finit par s'installer dans les hauteurs de Valmont. Les arbres en fleurs donnaient au paysage une teinte d'espoir. Un renouveau presque symbolique. Comme si, après l'hiver des horreurs passées, la vie avait décidé de respirer de nouveau. Le samedi matin, une cérémonie fut organisée sur la place principale du village. Sobre, mais solennelle. Une dernière fois, elle n'était pas organisée par les autorités cette fois, ni par les médias, c'étaient les habitants de Valmont eux-mêmes qui l'avaient voulu, pour remercier, pour reconnaître, pour honorer. Au centre de la place, un petit socle avait été dressé, sur lequel reposait une plaque gravée. On y lisait simplement « À Titan, chien de guerre, protecteur d'enfants, gardien de nos âmes », il n'a pas seulement suivi des ordres, il a suivi son cœur. Autour du monument, Noémie, Camille et Ethan étaient assis sur un banc. Titan, comme toujours, couché à leurs pieds, veillait. La foule s'était rassemblée. Les anciens, les familles, les enfants, les enseignants. Certains des rescapés venus de loin étaient revenus pour ce moment. Lily, Yanis, Chloé et Ava avaient grandi, mais le lien restait intact. Chacun portait au cou un pendentif en forme de patte. Cadeau de Noémie. Lorsque le maire de Valmont prit la parole, sa voix était grave mais émue. Ce chien n'a pas seulement sauvé des vies, il a redéfini notre notion de courage. Il nous a rappelé qu'un être, même blessé, même conditionné, peut choisir de protéger plutôt que d'attaquer, de guérir au lieu de blesser. Ethan fut invité à s'exprimer. Il se leva, caressa doucement la tête de Titan, puis monta sur l'estrade improvisée. « Je n'ai jamais été très à l'aise avec les discours, dit-il. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce chien m'a sauvé plus d'une fois. Pas seulement lors de l'opération, pas seulement quand il a trouvé Noémie, il m'a sauvé de moi-même. » Un silence respectueux accueillit ces mots. Je suis revenu de la guerre avec des cicatrices invisibles. J'ai cru que je ne méritais plus la paix, ni la tendresse, ni même l'amour. Titan m'a appris l'inverse. En refusant de devenir un outil de violence, il a choisi de devenir un gardien, un lien, une réponse au pire de l'humanité. Il marqua une pause, puis regarda vers la foule. Et je crois qu'il nous a transmis quelque chose à tous. Il nous a montré qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Même quand on a été brisé, même quand on a été dressé pour haïr, on peut encore aimer, on peut encore reconstruire. Des larmes discrètes coulaient sur plusieurs visages. Titan resta impassible, comme s'il savait que ce moment n'était pas pour lui, mais pour ce que son existence avait permis. Noémie s'approcha alors de l'estrade. Elle n'avait rien prévu. Mais elle monta tout de même, tenant contre elle son petit Zeus en peluche. Elle se planta devant le micro, ses jambes tremblantes, puis dit d'une voix claire, quand ils m'ont enfermé, j'avais peur. Je ne comprenais pas pourquoi. Je croyais que c'était ma faute, et puis un jour, ils ont amené Titan, et il n'a pas voulu me mordre. Il m'a léché la main. C'était la première fois que je n'avais plus peur. Depuis ce jour-là, il est devenu mon ami. Il n'a pas parlé, mais il m'a dit que j'étais importante, que je méritais d'être sauvée. Et aujourd'hui, je veux dire que lui aussi méritait d'être sauvé. Un silence, puis des applaudissements. D'abord discrets, puis francs, puis unanimes. Titan, comme s'il avait compris que son moment était venu, se leva lentement et alla se coucher au pied de la stèle. Il posa sa tête contre la pierre froide, sans bruit. Comme une promesse silencieuse, comme un hommage, plus tard dans la journée, de retour à la maison, Noémie jouait dans le jardin, dessinant à la craie sur les dalles de la terrasse. Camille préparait un gâteau et Ethan arrosait les fleurs. Titan, lui, surveillait tout ce petit monde du coin de l'œil. Le téléphone sonna. Camille répondit, écouta, puis passa le combiné à Ethan. « C'est Karine Dumas, dit-elle. Ethan, fit la voix, j'ai une dernière chose pour toi. Je t'écoute. Tu te souviens du carnet qu'on a récupéré, celui avec les anciennes cibles? Eh bien, ton nom figurait dessus, pas comme cible, mais comme observateur. Il t'avait repéré bien avant ton arrivée à Valmont. Il voulait savoir si un ancien militaire instable pouvait être un levier, ou une menace. Ethan sentit son estomac se contracter. Et Titan était là pour me surveiller? C'est ce qu'ils espéraient. Mais il t'a choisi, toi, pas eux. Il t'a protégé, puis il t'a guidé. En d'autres termes, il a trahi son conditionnement. Et ça, c'est une preuve que rien n'est jamais figé. Il raccrocha son nez, et pourtant, une paix profonde l'envahit. Ce chien, qu'il croyait avoir adopté, l'avait en réalité choisi. Et ensemble, ils avaient changé une histoire qui semblait perdue d'avance. Alors, en fin de journée,
Il s'assit sur les marches du porche. Noémie vint s'installer sur ses genoux. Camille se blottit contre lui. Titan posa sa tête sur les genoux de Noémie, et tous les trois regardèrent le soleil se coucher. « Tu sais, » murmura Camille, « je pense que c'est ça le bonheur. » Et Tan acquiesça. Et au fond de lui, il sut que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils affronteraient tout ensemble. Un homme marqué par la guerre, une enfant sauvée des ténèbres, et un chien plus loyal que tous les hommes réunis. Ils avaient formé une famille, et rien, ni les blessures, ni les souvenirs, ni le passé, ne pourrait jamais leur enlever ça. Parfois, ce que nous redoutons le plus devient ce qui nous protège le mieux. Et en protégeant les autres, c'est souvent nous-mêmes que nous sauvons. Peu importe notre âge ou notre passé, il n'est jamais trop tard, ni pour créer de nouveaux liens, ni pour construire une famille, ni pour redonner un sens à notre vie.